On passe une grande partie de notre vie à dormir, environ un tiers. Et donc, quand j'avais 18 ans, je me suis rendu compte que j'avais passé 6 ans à dormir. Quand on arrive à se souvenir un peu ou à explorer ce qui se passe dans le sommeil, on se rend compte que c'est un moment où le cerveau est très créatif et on passe par une multitude d'états extraordinaires, mais dont malheureusement on n'a pas conscience. Généralement, on se cache pour dormir parce que c'est un moment très intime et on a besoin d'être un peu coupé du monde. Mais c'est aussi lié au fait qu'on considère souvent que le sommeil est inutile et que ça ne sert à rien. Et comme au contraire, je trouve que c'est un moment très riche de la vie, j'ai eu envie de le montrer et de dormir en public pour amener les gens à s'interroger sur leur propre sommeil. Pour dormir en public, je fais une privation de sommeil. J'accumule une sorte de dette. Et pour moi, c'est important de montrer le véritable sommeil qui vient de la fatigue et pas un sommeil artificiel qui viendrait par exemple d'un somnifère. Donc cette privation de sommeil, qui est pour moi une mise en condition, est devenue une sorte de rituel avant toutes les performances, où je fais en général 2 nuits blanches pour arriver suffisamment fatigué pour pouvoir dormir, quelle que soit l'heure, quelles que soient les conditions et quel que soit le nombre de personnes qui peut arriver. Après donc 3 jours et 2 nuits sans dormir, je tombe dans le sommeil comme si j'étais un peu catapulté. Et en quelques secondes, je sens que je pars comme ça dans les profondeurs du sommeil. Quand j'ai rencontré Virgile, je travaillais sur le mouvement et le corps. Virgile m'a proposé de faire quelque chose avec le sommeil, ce qui a posé des problèmes parce qu'il est totalement immobile. Et quand il m'avait décrit ce qu'il faisait dans son sommeil et comment il se réveillait pour noter ses pensées de nuit, j'avais l'impression qu'il était un peu comme un pêcheur de perles. Ça m'a donné cette image qu'il allait dans le profondeur de la mer. Ça faisait des phrases qui voulaient dire quelque chose et en même temps, il ne finissait pas ces phrases, donc ça faisait écho. Le dormeur plonge dans son sommeil. Et quand il se réveille, peut-être il a l'esprit plein de rêves, plein d'images, plein de textes, de musique. Et au réveil, il oublie tout. Ça nous rappelle un peu une bulle qui vient de la profondeur de l'eau. Et à la surface, elle éclate. Et tous ces secrets disparaissent. C'est ce qui a donné l'idée du premier projet, la bulle paradoxale. Quand j'ai rencontré l'artiste numérique Walid Brady en 2010, on a fait 2 installations qui impliquaient les ondes cérébrales du sommeil. Une qui s'intitulait La bulle paradoxale, dans laquelle je dors avec des électrodes et une personne du public peut en mettre aussi. Et ça crée un triptyque vidéo interactif qui est créé en collaboration avec une personne endormie et une personne éveillée. Donc on rejoint un petit peu le monde de l'éveil et le monde du sommeil grâce à l'art numérique. La deuxième qu'on a réalisée ensemble, c'était au Danemark, à Aarhus, elle s'appelle Sleep in the City. Et là, on a aussi travaillé sur les ondes cérébrales, mais de manière collective et participative, puisqu'en fait, on a créé un réseau de dormeurs dans la ville qui partageaient leurs ondes cérébrales pour créer une vidéo qui était projetée sur des grands écrans dans la rue pour les habitants de la ville qui, eux, ne dormaient pas. Donc, ils voyaient des images de leur ville transformées par le sommeil de ceux qui dormaient. Rêve quantique, elle est autonome techniquement parce que c'est comme un cœur qui bat tout seul. Et même l'élément électrique, ça veut dire l'alimentation, est à l'intérieur du dispositif. Oui, les capteurs, c'est bon, est-ce que j'en vois? Rêve quantique est né de la rencontre entre d'une part Walid Brady et moi et Jean-Marc Chomaz et Laurent Karst de Labo Factory, puisqu'en fait au sein de la chaire Arts et Sciences
on a initié ce projet de finalement matérialiser ces ondes du sommeil, c'est-à-dire les rendre tangibles, presque palpables pour le public, pas de manière médicale ou scientifique où on voit juste des graphiques qui restent quand même très froids ou qui évoquent même la maladie, mais d'essayer de traduire la richesse des états du sommeil à l'intérieur du cerveau de manière poétique. Et dans le sommeil profond en particulier, le cerveau ralentit, c'est-à-dire que les neurones battent de plus en plus lentement et de manière synchrone. Et c'est ce ralentissement qui fait donc des ondes électromagnétiques très lentes dans le cerveau qu'on avait envie de montrer de manière un petit peu méditative, contemplative. Et quand j'ai parlé de ça avec Jean-Marc Chomaz au LADIX, il m'a dit mais il y a le même type d'ondes dans l'océan profond. C'est-à-dire que c'est des ondes aussi lentes, entre 0 et 4 Hz, donc pour les ondes delta du sommeil. Et donc au début je me suis dit, malheureusement c'est incompatible puisque l'océan profond est inaccessible. Et en fait Jean-Marc Chomaz nous a dit qu'on pouvait créer un océan miniature dans lequel on pourrait provoquer ces ondes, ces vagues, ces tourbillons, ces volutes et les voir. Moi qui travaille sur la dynamique de l'océan profond, qui travaille sur identifier des objets qui existent à l'intérieur de l'océan profond, que ce soit des ondes, que ce soit des tourbillons, que ce soit des mouvements plus compliqués, des hybrides ondes-tourbillons. Il nous est apparu que c'était beaucoup plus sensé de lier l'activité du cerveau de Virgile, non pas à une même activité électronique d'une autre installation, mais une activité d'une autre nature, à une autre échelle, qui était l'activité de l'océan. Quand on dit que l'océan est insondable, c'est vraiment insondable. C'est-à-dire que la lumière ne rentre pas dans l'océan. Si vous plongez à 10 mètres en profondeur ou même 100 mètres en profondeur, vous n'avez plus de lumière du tout. Et pour aller explorer l'océan, les océanographes, ils vont en bateau et ils descendent des sondes. Et on voit bien que c'est quelque chose de complètement illusoire. Le cerveau est insondable de la même façon. C'est-à-dire que si on voulait le sonder vraiment, il faudrait qu'on mette des sondes à l'intérieur du cerveau pour aller mesurer l'activité, et on voit bien de nouveau que c'est impossible puisqu'il y a 100 milliards de neurones, il faudrait mesurer l'activité électrique de 100 milliards d'éléments. Mais il fallait que j'emmène Virgile et Walid en immersion dans les profondeurs de l'océan. Et donc là a commencé le projet en laboratoire avec un certain nombre de propositions physiques très élémentaires. Comment est-ce qu'on crée des ondes à l'intérieur de l'océan ? La recette pour créer un océan miniature, elle est assez simple. On empile des couches très doucement, très patiemment, des couches avec des densités différentes. Et pour faire des densités différentes, on met une salinité différente. Et donc on empile ces couches, il faut une très grande patience, sinon on mélange tout. On a essayé plusieurs façons même de créer cet empilement de couches. Et après, il fallait tester plusieurs façons de créer des mouvements dans ces couches. Donc l'océan, il est paradoxal, c'est-à-dire qu'il est naturellement stable. L'eau plus lourde est au fond, l'eau légère est en haut, et il n'y a pas moyen d'échanger les deux, il faut mettre de l'énergie. Et le seul élément qui met de l'énergie dans toute la dynamique de notre planète, là, tout ce qu'on est en train de regarder, à part les bateaux qui passent, eh bien, c'est le vent qui va souffler à la surface de l'eau. Donc le vent, il va entraîner la surface de l'eau, et le vent met toutes les masses d'eau en mouvement. Donc quand on regarde les grands océans, le Pacifique, l'Atlantique, les grands courants, par exemple le Gulf Stream, les grands courants, c'est les alizés, le Gulf Stream, c'est les alizés qui poussent sur la surface de l'eau et qui créent un mouvement d'eau, et ce mouvement se concentre, va cogner sur le continent américain, crée un courant qu'on appelle le Gulf Stream, et ce courant va animer l'océan. Donc ça, c'est ce qui se passe à la surface de l'océan. L'océan, il n'y a pas que la surface, il y a toutes les profondeurs. Et c'est ça aussi, c'est ça l'inconnu, les profondeurs. À l'heure actuelle, on ne sait pas ce qui se passe en profondeur, on ne sait pas à quelle vitesse ça peut changer, on ne sait pas quelle est la dynamique. On sait l'échelle de temps de ces dynamiques. On sait qu'une eau qui est à la surface, quand elle plonge, elle met 1000 ans pour remonter. On a plein de façons de pouvoir créer un mouvement, avec
des mouvements à la surface avec des ventilateurs qui simuleraient vraiment le vent à la surface de l'eau. Et là, on va créer un ensemble de mouvements, mais ces mouvements, ils sont invisibles. Ils sont invisibles parce que c'est de l'eau claire, transparente, dans de l'eau claire, transparente. Pour les voir ou pour les rendre visibles, les rendre tangibles, il faut provoquer une autre interaction. La lumière elle-même avec ces couches d'eau. Donc dans les précédentes résidences, on a finalisé une étape en réfléchissant collectivement sur la résolution formelle de cet objet. Et cet objet, en fait, est constitué de très peu d'éléments. Il y a un cylindre, des disques en partie basse et des structures. En fait, le langage sémantique est très simple. On a voulu un objet très simple, presque, on va dire, silencieux, qui ne raconte pas beaucoup d'histoires, mais qui est là, qui a sa présence. Et c'est lui, en fait, qui va retransmettre les ondes cérébrales. On s'est mis à rechercher toutes sortes de formes qui peuvent raconter cette relation à l'océan. On en est arrivé à produire cet objet qui est très très simple. On a ce bassin, on a les pieds, ces anneaux qui viennent contreventer les pieds, et puis tout ça c'est circulaire, hein. Vu d'au-dessus c'est vraiment un cercle. Toute la partie centrale là, elle est quasiment dans le noir. La particularité de la science moderne, c'est que la science moderne, elle a pris des objets d'étude qui sont les objets complexes. Les objets complexes, c'est le cerveau, c'est le cosmos, c'est l'océan, c'est une plante, c'est les rubans d'ADN et comment ils vont s'exprimer. Et on affronte dans la science moderne que des questions complexes. La déclaration quantique, elle dit que même un seul électron, son domaine d'existence, c'est un domaine qui n'est pas un domaine qui appartient aux perceptions. Donc il existe en tant que fonction d'onde. Cet espace de fonction, il est, lui, parfaitement déterministe. Et quand on va faire une mesure, évidemment on va pouvoir faire une mesure, mais une mesure sur cet espace-là, la mesure, elle n'est pas dans l'état naturel de l'électron. La mesure est une action sur le réel. Elle n'est pas indolore. Et là, on retrouve même dans Rêve quantique l'idée de l'ombre. La mesure, il y a une réalité qui est dans un espace de fonction, donc c'est pas la caverne, c'est un espace de fonction, donc c'est un espace qui nous est vraiment inaccessible, où on est presque rejeté de cet espace. Mais on va pouvoir accéder à cet espace avec une projection. Et ces projections, elles s'appellent des observables. Et dans le vocabulaire scientifique, il y a un opérateur de projection qui est un opérateur d'observable. Et la projection, elle, va projeter sur un espace qui, lui, est observable, mesurable, donc sur des valeurs, sur des données, sur ce qu'on a l'habitude de voir dans la réalité. Donc dès qu'on se pose une question complexe, on a besoin d'infini. Et dans Rêve quantique, on a relié deux infinis. On a projeté la réalité du dormeur sur une toute petite réalité d'une onde. On va transcoder cette onde, on va la transformer, on va mettre un vocabulaire. C'est quelque chose qui, pour moi, est de l'ordre même de la poésie. C'est-à-dire qu'on va mettre des mots, et les mots, ça séquence les idées en objets. Et puis quand on va mettre ces objets ensemble, ils créent un autre espace. Quand Virgile dort, il écrit un immense poème en mettant l'ensemble de ces mots les uns après les autres. Donc c'est ça qu'on va chronométrer après alors. Quand on contrôlera la vitesse et après ça va s'arrêter, moi je pense pas qu'il faut aller plus vite que ça, hein. Je vais monter encore un peu. Là tu vois tous les états, on dirait des racines. Et après ça devient flou, donc il faudrait peut-être le mettre pas longtemps si c'est 17. Il y a un délai, tu ne contrôles pas, c'est l'eau, et il va varier aussi, ce délai. Et on aura beaucoup d'aléatoires, parce que c'est une matière vivante, des surprises, il y a des variations, parce qu'on ne sait pas quelle valeur du cerveau va y arriver. Et donc c'est ça l'aléatoire. Parce que quand on dort, tu vas dormir, tu n'auras pas deux fois les mêmes ondes au même moment.
On définit des états avec des vitesses, et puis après, l'océan lui va répondre en fonction de son état à lui. Mais l'ombroscopie, l'image qu'on va obtenir, elle est entièrement dépendante de ce bassin et de la façon dont on aura rempli ce bassin. Ça, c'est pas mal, ça. Là, déjà, la vitesse, tu vois, Combien là? 12. Cette création de forme en essayant de maîtriser et de faire un lâcher-prise sur un processus, c'est une méthode artistique aussi de création d'univers artistique. Et l'ombroscopie et le travail qu'on fait avec Rêve Quantique, c'est une peinture dans l'espace-temps avec un ensemble de formes dans l'espace-temps. Juste en regardant les courbes, en fait, c'est marrant parce que on se rend pas trop compte en général de... quand on dort, on se rend pas trop compte de l'activité du cerveau et là juste on le voit quoi. Via Gilles, quand il dort, il émet des ondes cérébrales qui sont liées aussi à ce que lui capte. Voilà, je l'ai perturbé peut-être dans son sommeil, ou en tout cas son cerveau. Ce moment d'arrêt est très très important pour le cerveau parce que ça va permettre à certaines fonctions de pouvoir se faire. Il y a des ondes de lavage de liquide céphalorachidien au sein même du cerveau qui vont permettre de détoxiquer le cerveau. Ça va venir nettoyer les neurones, enlever les plaques de protéines qui se collent dessus pour pouvoir libérer les neurones et leur permettre de refonctionner normalement. Il y a aussi la sensation du temps qui s'arrête, comme une pause qu'on nous offre là, le temps de méditer ou de réfléchir au temps qui passe. Simplement dormir, c'est presque rien. Et ce presque rien est beaucoup plus peut-être porteur de fruits que des presque tout, de plein de bonnes intentions. On voit l'océan et à la fois on a l'impression d'être dans une pupille, j'ai l'impression d'être dans ses yeux. J'aimerais bien vraiment avoir qu'on nous interprète tous ces mouvements qui sont visiblement ce qui se passe dans sa tête. Le son, on l'entend, c'est le premier sens qu'on entend dans le vent de moment et c'est le dernier qui meurt quand on meurt. On a l'impression d'un mausolée. On se dit on est dans un espace un peu sacré. Mais autrement, dans la perception, j'allais dire plus charnelle de l'œuvre, moi ce qui m'intrigue le plus, c'est la musique. Il y a beaucoup de public qui nous demandent est-ce que le cerveau ou les ondes sonores du dormeur créent la musique. On aurait pu faire ça. Le choix, c'était de créer un son immersif, un mélange de travail électronique, synthétique, de la synthèse sonore, de boucles, c'est-à-dire d'échantillons qui sont en boucle de son, le son réel de la vie. Et j'ai choisi les sons de la planète Neptune parce que je me suis rappelé de quelque chose que Léonard de Vinci avait écrit dans ses notes. Si tu veux apprendre comment les oiseaux volent, observe le poisson dans l'eau. Donc il y avait tout de suite cette relation entre la terre, l'eau et le ciel, ou l'espace, et le miroir des choses. On
parle toujours du jour. On dit le jour de ma naissance, le jour de sa mort, le jour de son anniversaire. Ça peut très bien être une nuit aussi, mais on dit toujours le jour. Et c'est assez révélateur parce que un jour a d'ailleurs deux définitions. On peut très bien dire qu'un jour c'est 24 heures, mais on peut aussi dire qu'un jour c'est l'intervalle entre le lever et le coucher du soleil. Donc ça peut s'écrire un jour égale un jour plus une nuit, et on peut simplifier de chaque côté du égal, comme si une nuit égale 0, comme si la nuit ne comptait pas. Et ça c'est quelque chose de très frappant, et je trouve qu'on est quelque part frustré de cette partie de notre vie qu'on ne connaît pas, et on serait je pense, plus épanoui, plus heureux, plus équilibré si on connaissait mieux notre vie endormie.